Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Yannick Robert. Salut Yannick. Salut François. Alors Yannick, on te connaît pour ton podcast, Les Samouraïs du Business. On te connaît pour tous ces posts LinkedIn aussi que tu nous partages et ces bonnes astuces. Tu es banquier d'affaires, tu es Stéphano d'origine comme moi. Allez les Aujourd'hui, Verts. exactement les Verts, ils en ont bien besoin en ce moment. Tu es banquier d'affaires après un parcours classique, une formation à l'ESCP, puis dans la finance. Je vais te laisser revenir sur ce parcours. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de levée de fonds et de conseils pour les entrepreneurs qui veulent faire des levées de fonds et surtout les erreurs à ne pas faire. Eh ben écoute, je vais me présenter. Yannick Robert, 44 ans, bientôt 45. Deux filles, 11 ans et 7 ans. Je leur apprends l'amour de l'entrepreneuriat, les bons codes, les bonnes astuces pour comprendre comment on génère de l'argent, comment on génère de la traction dès le plus jeune âge. C'est assez intéressant. Et puis de les mettre dans un millionnaire mindset et de casser finalement un peu, déconstruire tout ce qu'on apprend à l'école. Je les récupère le soir en ayant appris des trucs et je déconstruis pendant le dîner pour réapprendre, réencoder la machine. Donc ça, c'est intéressant. Banquier d'affaires depuis 8 ans, donc j'ai ma propre structure qui s'appelle Nos Conseils Atypiques depuis 2015. On enregistre en 2024, donc ça fait 8 ans et demi. Elle m'a permis de faire plein de choses, je vais l'expliquer, mais moi je suis un amoureux des maths. J'ai fait une maths sup que j'ai validée, que j'ai ensuite transformée en prépa HEC. Je pense que je suis l'un des rares en France à avoir fait ce switch et cette demande volontaire pour pouvoir devenir trader. Personne ne m'a expliqué qu'il fallait rester dans la voie des maths pour faire trader, mais j'y suis arrivé. Et puis, je déboule à l'ESCP, que des cours de finance, des cours de MBA aux États-Unis en finance, où j'ai fait du calcul stochastique. Et là, je me suis mis dans la voie des produits dérivés. Puis après, un joli parcours en banque d'AF, où je suis passé par les murs de la Société Générale, le Crédit Agricole, la BNP, Dresdner Kleinwort, Wasserstein, à la City à Londres. Et ensuite, retour en France chez HSBC. Je gérais un portefeuille de quelques dizaines de millions d'euros en produits dérivés et j'ai déjà fait quelques deals au-delà du milliard d'euros de nominal, ce qui peut se faire assez vite sur les indices, notamment l'Eurostoxx. Voilà mon parcours. Et puis, j'ai aidé aussi des hedge funds à lever des encours. Donc, c'est ce qui m'a amené au domaine de la levée de fonds. Voilà un peu l'ossature. D'accord. Aujourd'hui, donc, tu accompagnes des entrepreneurs tant dans leur levée de fonds qu'après en rôle d'advisor, Coach de euh, CEO. coach de CEO. Dans cette activité-là, quels sont les grands conseils que tu donnes ou les grandes erreurs déjà classiques que tu vois? Alors, je récupère souvent les CEO absolument, forgés de convictions, de choses, totalement certaines. Et donc l'idée, c'est de faire comprendre que tout n'est pas réalisé parce que, il faut être assez humble quand on arrive face à un parterre d'investisseurs internationaux qui voient des dossiers tous les jours. Et en réalité, il faut avoir une grosse conscience de ses forces, mais de ses faiblesses aussi. Et les fonds d'investissement sont des acteurs qui sont là pour aider, pour accompagner. Donc, ne présenter un dossier sans aucune faille, et c'est le meilleur moyen en fait de passer pour le gars qui a le gros melon Mhm. et finalement qui rate le plus gros de son exercice. C'est-à-dire, pour pas commettre d'erreur, faut être assez réaliste. Il faut regarder le terrain, pas juste foncer. Et donc, il faut voir les trous. Il faut voir les trous dans sa propre carapace. Donc déjà, petit état des lieux. C'est pour ça que j'accompagne beaucoup de CEO. Je suis la porte ouverte. Mon téléphone sonne souvent. Et donc, on me demande des conseils. Et je suis assez cash, moi, hein. Quand on m'appelle, voilà, je dis les choses aux gens. Les gens qui me connaissent le savent. Voilà, donc ça, c'est mon parcours de banquier d'affaires, solopreneur, Mhm. 100% bootstrap, rentable depuis la première année. Première année où j'ai fait une vingtaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai fait un tout petit peu moins de 50 000 deuxième exercice. Ensuite, j'ai fait 91 000. Mes chiffres sont publics sur Papers ou société.com. Ensuite, j'ai fait 180 000, je crois, de mémoire. Ensuite, j'ai fait 422 000. Ensuite, j'ai fait un tout petit peu moins de 400 000. Ensuite, autour de 400 000. Au-dessus de 420 000. Et puis là, ces 12 derniers mois, je claque 1,3 million d'euros hors taxe de fees de levée de fonds.
donc en étant strictement tout seul, aucune équipe, le million est dépassé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis justement, toi, dans ton organisation de faire cette croissance? C'est le réseau, c'est l'expertise, c'est la notoriété? Parce qu'il y a une chose, moi, qui m'a frappé, c'est que Nos Conseils Atypiques n'a pas de site web. Nos Conseils Atypiques Non, aucun site web. a une page, LinkedIn où il y a rien, Il y a rien. voilà, mais malgré tout, Yannick Robert, on pense tous à toi. Alors super, super question. J'ai, une stratégie d'acquisition depuis 3 ans. Je n'avais pas de stratégie d'acquisition avant 2020. Donc avant 2020, je suis dans un univers donc pendant 5 ans, mes 5 premiers exercices, et grosso modo, bah, je vais dire qu'en moyenne, j'ai fait, entre 150 et 200 si on lisse, un peu tout ça, quoi. Mais avant le Covid, je fais des déjeuners d'affaires, je fais des cafés, je fais des conférences, je fais 100 de présentiel et pas mal de téléphone aussi. Mais le téléphone, c'est pas quand même, comme les visios où finalement, j'ai discuté avec plein de gens que j'ai jamais vus et puis après on s'est vu en présentiel. Toutes mes grosses affaires, je les ai fait parce que j'ai vu les gens. Ça, c'est un premier point, donc c'est juste de l'audio, Mmh. ça permet pas de sceller les grosses affaires. À un moment donné, il faut se serrer la main et en tout cas se voir, passer du temps et regarder un peu la poker face de la personne qu'on peut pas, observer par téléphone. Donc j'ai envie de dire quand même qu'il y a eu un monde avant le covid et après et mon changement d'organisation, j'arrête, tout ce qui est présentiel et je suis obligé de trouver une autre stratégie d'acquisition. Je Mmh. dois réseauter, je dois faire du networking, il n'est plus possible de le faire et on me parle du podcast. Je n'ai jamais écouté un podcast, je ne sais même pas ce que c'est qu'un podcast. J'en ai enregistré quasiment 500, je sais plus, 480 en 3 ans depuis, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un podcast en mars 2020 et j'y suis allé, j'ai foncé et ça me rapporte plus de 2 millions d'euros mon podcast en fees en 3 ans. Donc des affaires que je n'aurais pas gagnées autrement que par une invitation d'un CEO dans mon émission et que je ne connaissais pas du tout avant. Ça, c'est très important. Donc, j'ai envie de dire que l'efficacité, en termes de chiffre d'affaires, c'est la stratégie d'acquisition. On peut mettre toute l'énergie qu'on veut dans la machine, on peut être aussi intelligent qu'on veut, on peut partir avec le réseau le plus large possible. En réalité, c'est pas ce qui va permettre de faire le chiffre d'affaires. Les meilleures opportunités, il faut quand même aller les chercher. J'ai toujours eu un des plus gros réseaux en France. Je connais strictement quasiment tout le monde. J'ai parlé à quasiment tous les milliardaires en France. Si tu tapes à la porte de n'importe qui, ils connaissent Yannick Robert. On s'est déjà vu parler, échanger, des dossiers et autres. Pour certains même, investir. Mais, ce qui m'a vraiment rapporté de l'argent, c'est d'arriver sur de gagner des nouvelles affaires. Je ne connaissais pas la personne. Elle avait un besoin, mais, elle l'avait pas finalement vraiment exprimé. Je lui ai fait exprimer son besoin. J'ai co-construit son projet, avec cette personne. Je suis arrivé dans des dossiers où rien n'était, bâti. Voilà un petit peu, ce que j'aime construire comme aventure. Et justement, quand rien n'est bâti, comment tu conçus le process de levée de fonds avec, l'entrepreneur? Alors là, si on reprend, tous les dossiers, c'est quand même, gros mouillage de maillot. C'est là où la force verte et le côté stéphanois, qui ne lâche rien et combattant, intervient. Moi, je dis les choses. Je suis assez cash, tu l'as déjà vu quand je fais mes cercles des CEO français où je réunis des dizaines de CEO avec un invité d'honneur. J'aime bien trancher, d'où l'image du samouraï. Je balance des choses, c'est ce que je pense, c'est clivant, mais il y a une forte vision. J'exprime toujours ma vision au CEO. Je suis en adéquation avec, sa vision à lui ou pas, ça me dérange pas. Je suis pas quelqu'un qui appuie la vision d'un fondateur. Si je pense foncièrement l'inverse, je l'exprime. Sur certains dossiers, je me suis opposé très violemment, très brutalement à certaines décisions stratégiques et j'ai fait pivoter les projets. Donc je pense que c'est aussi ça le rôle du conseil. C'est pas juste de prendre une commission à la fin, c'est de claquer,
un gros pivot, d'enchaîner des séries de victoires que l'entrepreneur n'aurait pas fait lui-même, de le mettre dans une trajectoire de réussite et de lui dire quoi faire. C'est Steve Jobs qui dit qu'on n'emploie pas les gens pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, on emploie les gens et on les paye pour qu'ils nous disent, eux, ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, je transforme les aventures. Et donc ça, effectivement, c'est sur la partie conseil, mais sur la partie levée, est-ce qu'il y a un process spécifique Yannick, ou tu es dans un process, classique d'une banque d'affaires, que tu accompagnes qui accompagnerait? Opposé total des banques d'affaires. C'est une banque d'affaires aujourd'hui de place, ça va être une équipe, ça va être plusieurs personnes. Donc, il va y avoir des personnes plus ou moins spécialisées dans la data, des personnes plus ou moins spécialisées dans la stratégie, ce qui a rien à voir avec la data pure. Donc, en réalité, ces deux premières personnalités, elles vont réaliser ce qu'on appelle le deck, le résumé écrit de l'entreprise, une sorte de document PDF qu'on va avoir l'ambition de transférer au marché et dont on va être très très fier et on va essayer de le peaufiner. Ces profils-là, en fait, souvent, on les a retrouvés quelques années avant dans des cabinets de conseil. Ça peut être Bain, EY, toute la place. Et donc, ils ont été éduqués à passer des heures, des week-ends, des nuits entières à faire des decks. Je lève sans deck. Je ne transmets aucun deck. J'ai horreur des decks. C'est pour dire, et je lève des dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire que moi, quand on me présente un deck, je le mets à la poubelle. C'est le meilleur moyen d'être feignant en réalité. Alors, un deck, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne présente pas le produit. Et si ça le présente très très mal. L'un des écueils dans les process de levée de fonds que je vois passer, c'est que les gens oublient totalement qu'ils ont un produit à démontrer, c'est-à-dire vraiment faire un partage d'écran, se loguer, montrer l'UX, montrer comment on accueille le client, si c'est un SaaS, comment le logiciel opère. Est-ce que c'est agréable? Quelles sont l'intégralité des features? Il est impossible de lister sur un deck et ça serait même contre-productif. Donc l'écrit, moi, c'est la première chose que je déconstruis. Si on part au combat et qu'on a juste un petit cahier de guerre avec bah voilà le résumé de mes munitions. Non, ça va pas être ça, les gars. Là, on va être dans les tranchées. Et donc là, ça va être du réel. On va prendre des balles, on va saigner et on va devoir quand même continuer à avancer. Et donc, moi, je ne m'appuie jamais sur l'écrit. Voilà. Donc, il n'y a pas de deck chez Yannick. Voilà. Donc, moi, souvent, on me dit, bon, bah, Yannick, du coup, comment on fait pour le deck? Bah, mec, ça va être sympa. En fait, t'en as pas besoin. C'est comme le podcast, tu viens chez moi, tu ne prépares rien et Yannick, il déroule. Voilà. Et c'est important de se rendre compte que c'est le produit qui vend en réalité. C'est- D'abord, on crée les étincelles chez les investisseurs parce qu'ils voient la belle Ferrari. Et ensuite, on leur explique le dessous du capot et ensuite, on leur explique la stratégie d'entreprise. Mais d'abord, on monte le produit. Il y a quand même un business plan que tu dois qui permet à Oui. l'investisseur de se projeter à un moment ou à un autre? Alors ça, c'est deuxième étape, super intéressant, mais elle arrive bien après. En réalité, là, je suis sur un process de levée de 100 millions d'euros. Donc j'ai 59 fonds actifs sur le process, les plus gros dans le monde, strictement tous ceux qui feraient rêver n'importe quel entrepreneur français. Ça émane de la côte ouest, de la côte est, ouais, donc américain, anglais, allemand, quelques français, mais là-dessus, on n'est pas si bien positionné sur ces tours de si grande taille. Là, le BP, il intervient à la 2 ou troisième couche. Il intervient assez tardivement en réalité parce que ces fonds-là, ce qu'ils demandent, c'est est-ce que il va y avoir une stratégie de build-up? Quel est le use of fund? La volonté de l'équipe d'aller à l'étape d'après? Le côté financier, il apparaît vraiment dans la phase d'audit. On va aller passer un mois et demi, 2 mois ensemble et vraiment se poser autour de la table pour parler des budgets, quoi. Parce que le projet est déjà structuré. Le projet, il tourne sans l'investisseur.
Le projet, il a déjà, un board, il a déjà des invests, il est déjà parfaitement piloté et donc l'investisseur, il a pas non plus la force de débarquer dans le projet en disant: «Les mecs, vous êtes rentable, vous avez une croissance de 70 annuelle, vous pilotez mal, je vais vous dire transférez-moi votre BP et je vais vous dire, comment le modifier». Ça se passe pas comme ça parce que la boîte, elle est juste déjà magique. Donc, on discute de ces éléments en deuxième couche sur les gros tours. Comment les entrepreneurs que tu accompagnes ont fait justement pour être magiques en arrivant à ce niveau-là? C'est toi qui les as accompagnés? Alors, ce que je transfère moi aux entrepreneurs, c'est l'énergie. Je pense que quand on arrive sur une visio, quand on arrive sur un meeting avec un investisseur, on doit envoyer un maximum d'énergie. Là-dessus, je suis imbattable. Je contrôle, les réunions, c'est-à-dire que je vais m'opposer à l'investisseur et je vais le recadrer assez violemment, lorsque ça dérape ou lorsque l'investisseur cherche à tirer la couverture à lui. Il y a quelque chose que l'entrepreneur n'aura jamais, c'est que moi, en tant que leveur de fonds, j'ai du repeat business. Je parle au fonds toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, toutes les années. Je les revois plusieurs fois dans l'année. Ils sont dépendants de moi, puisque j'ai le dossier, de levée, dans lequel ils rêvent de rentrer et donc bah, lorsque je m'oppose au fonds, il peut pas trop me déchirer la gueule parce que, bah, sinon on fait plus affaire les fois d'après. Un entrepreneur, il peut pas trop s'opposer à un fonds. Déjà, il faut qu'il reste le good cop. Moi, je peux me permettre d'être le bad cop. C'est ça l'intérêt d'un leveur de fonds, c'est d'être en mesure de tendre les relations. Il n'y a aucun deal qui s'exécute si à un moment donné, la relation ne pète pas. Je le répète en début de process et ça paraît contre-intuitif et une banque d'affaires va fuir ces moments-là. Tous les gros deals de la place se font parce qu'à un moment donné, ça a pété. Et souvent, les fonds, surtout anglo-saxons, cherchent ce moment de tension extrême parce que c'est le moment où ils savent que, lorsqu'ils ont fait péter le deal, ils savent qu'ils payent le bon prix. Ils savent qu'ils ont, trop tiré la couverture à eux et qu'il faut revenir un peu dans la bataille et revenir, auprès des exigences du CEO, sinon ils ne gagneront pas. Il n'y a aucun gros deal qui s'exécute sans que ça pète à un moment donné. Voilà. Donc faut pas avoir peur de ces Aucune tensions. peur. Aucune peur des tensions. Le lever est là pour les générer un maximum. Je viens des marchés financiers. Les années que j'ai passées sur les marchés m'ont appris ça. C'est un combat. Si on pense que l'argent se fait, sur les marchés, avec un esprit bisounours et win-win, c'est faux. Pour gagner sur les marchés, il faut faire perdre quelqu'un. C'est obligatoire. Au début, moi, j'étais dans cet, état d'esprit, soyons bons et puis c'est cool. Non, non, en fait, il y a des ennemis en face. En fait, plus on monte en taille et plus on le comprend en réalité. On comprend qu'on prend des coups et que certains ont des munitions totalement illimitées. Donc il y a des territoires sur lesquels il ne faut pas trop rentrer parce que il y a eu des manipulations. Certains marchés, c'est prouvé, l'or et autres sont manipulés. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait, qui aurait une vision et qui l'exprime financièrement sur ce marché, il va se prendre des coups méchamment parce qu'en face, il va se retrouver face à une banque d'AF qui manipule le marché avec des tailles illimitées. Et donc, il faut comprendre dans quoi on s'engage. C'est la même chose face à des investisseurs internationaux de très très grandes structures. Et donc, ça, les entrepreneurs, ils ont pas cette connaissance de l'écosystème. Donc, je les accompagne pour mieux comprendre, la personnalité du gars qui est en face. C'est vrai que l'entrepreneur, il est plutôt en général dans une négociation win-win. Oui, parce qu'il va avoir la personne comme, associé après, donc moi je le redis toujours: «Reste good cop, ne t'énerve pas, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Oui, mais là, il a plus envie d'investir, c'est normal». Il t'exprime l'intégralité de ses préoccupations pour te faire douter, pour voir comment tu réagis. En fait, faut pas arriver trop candide face à des investisseurs. Souvent, en fait, j'ai fait des centaines et centaines et centaines de mises en relation d'entrepreneurs avec des fonds. Quand on est dans un process, je l'ai déjà dit publiquement, la levée de 25 millions de Dougs, qui est un SaaS à Lyon absolument brillant.
il y avait 63 fonds actifs sur le fonds. On en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de visio avec plein d'invest, et puis souvent on en fait plusieurs avec le même invest, et donc beaucoup, beaucoup de travail. Mais des fois, il y a des visio pièges. On rentre dans un truc, dans une room, et puis on trouve l'atmosphère bizarre, et l'entrepreneur se dit, mais attends, mais alors c'est quoi le but de la visio là? Et c'est normal, les gars, ils étudient votre réaction dans telle et telle configuration. Ils sont en train de vous raconter des salades là, et ils essayent juste de voir vos réactions. C'est un jeu, une levée de fonds est un jeu. C'est là où le côté samouraï, aide. Oui, ouais, ouais, parce que j'ai l'habitude de me prendre des coups. Mon quotidien est de me prendre des coups. Mon quotidien est. Un fonds va forcément dire non. Un fonds, son métier, c'est de dire non. Un fonds, s'il dit pas non, il va pas avoir les bonnes conditions. Donc, j'ai déjà réalisé, d'ailleurs, j'ai l'impression que même dans la majorité des cas, c'est un peu le cas. J'ai réalisé des opérations d'envergure où l'investisseur, au départ, m'a moi dit formellement un non, et pour finalement dire oui et déployer des jolis tickets et faire un très très gros multiple derrière dans la foulée. Donc moi je suis totalement vacciné face au non de l'investisseur. Moi, l'investisseur, il sait que le lendemain, après m'avoir dit non, je reviens à l'attaque. Et la semaine d'après, le mois d'après, je suis un crevard. Un CEO ne peut pas exécuter ça. C'est ce que j'explique souvent aux CEO. S'ils étaient une petite souris qui venait voir mon envers du décor, les mecs me diraient, mais Yannick, mais t'es totalement taré, mais t'es totalement fou. Et ce serait inexécutable à l'intérieur d'une banque d'affaires. Je serais totalement ingérable. C'est le côté loup solitaire, solopreneur. Mais les résultats, à la fin, ils sont là, quoi. Et donc, moi, je déploie, je n'ai plus aucun doute. J'ai une méthodologie totalement à l'opposé de la philosophie des banques d'AF. Et c'est ce qui ramène le résultat. Être guidé par le résultat plutôt que par le process. Il y a des types de dossiers que tu préfères, toi? Ou des Alors, types de dossiers que absolument tu pas. fais? C'est là où je suis à l'opposé des banques d'AF. Les banques d'AF ont un site, elles affichent leur track record. Quand elles ont gagné une opération, elles font un communiqué de presse, elles le diffusent de partout. Elles disent voilà, Tartampion Capital a accompagné tel entrepreneur, citation de l'entrepreneur, jolie photo. Moi, les médias, je m'en contrecarre. Je me fous de mon image. Euh, je suis d'une violence absolue. C'est la seule manière d'obtenir des valos très élevés. Ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est des valos élevés. Des beaux tickets avec des beaux investisseurs et des choses qu'ils n'auraient pas exécutées eux-mêmes. Et je n'ai aucun ego. Je ne communique quasiment jamais sur mes opérations et mes victoires. Comme tu le dis, j'ai pas de site. Je suis pas là pour me construire un CV. Pourquoi les gens se construisent leur CV? Parce qu'ils ont une carrière. Ils sont là dans telle et telle banque d'affaires. Dans 5 ans, ils seront dans une autre banque d'affaires. Ils ont leur mercato à préparer. Ce qui fait qu'ils ont un besoin impérieux de lister tout ce qu'ils ont exécuté. Moi, je suis tout seul, à mon compte. Je me suis réalisé patrimonialement parlant. Moi, je suis là pour cogner les grosses aventures, cogner les résultats. Le reste, la gloire, le Hall of Fame, tout ça, je le laisse aux autres. Je m'en fous. J'ai pas de carrière à exécuter. Par contre, au soir de ma vie, m'éteindre et dire à mes filles, voilà, les filles, là, papa, il a exécuté ça, ça, ça. Je ferai mon bilan face à mes deux filles le soir où je fermerai les yeux pour la dernière fois. Mais tu as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des deals que tu préfères? Ou des types de deals que tu Alors préfères? non, non, j'ai répondu à ta question au début, absolument pas. Je me suis déjà lancé dans tous les secteurs. C'est là où le côté explorateur naturel chez moi fait que j'ai aucune barrière. J'ai déjà abordé les secteurs de la santé, hardware et pas forcément logiciel. J'ai déjà abordé des thèmes purement asset management, purement j'ai fait de la mode, des médias. J'ai déjà abordé au moins 25 ou 30 secteurs différents. J'ai pas une sorte de modèle phare
même si les investisseurs demandent beaucoup de recurring, donc du SaaS. J'ai déjà fait plein de levées avec des modèles de marketplace aussi, donc des choses qui sont plutôt, one shot. Je me mets pas de barrière. Moi, ce qui compte, c'est l'aventure. Est-ce que, on a des synergies avec l'entrepreneur? Est-ce qu'il a envie de cogner un gros truc derrière? Et on y va, quoi, et j'apprends après. Et du coup, en fait, pour toi, c'est quoi les critères de réussite d'une bonne opération? Comment tu juges ta satisfaction? Alors, que la personne puisse déployer sur les 5 ans ensuite, après l'opération, quels est les moyens? J'ai déjà vraiment poussé avec beaucoup d'énergie, des entrepreneurs à ne pas faire que, un cash out, par exemple, mais d'avoir les moyens de développer leur boîte après avoir fait leur opération. C'est important, et je pense que c'est aussi important pour les équipes, pour plein de choses, et c'est chouette de voir quand ça arrive. Donc, parce que moi, je fais des deals de levée de fonds avec un mix de cash in, donc de l'argent pour la boîte, mais aussi, un cash out, vu que les funders prennent des liquides pref, dans les structures de deal, de haut vol, en série B, il y a des liquides pref, et donc l'entrepreneur, il a un curseur à placer entre le risque et le reward, et donc il faut une partie de reward lorsqu'il y a le risque qu'une liquide pref dans le futur s'active. Je jargonne, et c'est la différence avec tous les autres, c'est que je ne cherche pas à éduquer les étudiants. J'ai un podcast dédié aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux personnes déjà formées. Je suis pas dans la formation de l'étudiant, donc quelqu'un qui m'écouterait, qui ne comprend pas mon jargon, eh ben, c'est pas grave. Il y a d'autres podcasts, qui sont là pour se former. Voilà, mais donc, la belle opération, c'est que la personne, elle crée quelque chose avec l'investisseur. Parce que, lorsque l'investisseur arrive, il va vouloir, faire des acquisitions externes, il va vouloir, faire venir des key managers, il va vouloir, remodeler le projet pour le mettre dans une dynamique de gagne, très, très, très souvent l'internationaliser. On est face à une French Tech, extrêmement forte en tech, mais au niveau commercial souvent, centrée sur la France. Bon, bah, allons gagner quelques marchés additionnels, l'Allemagne, l'Angleterre, mais souvent l'Espagne, et donnons-leur les moyens, recrutons les bonnes personnes. Et donc, les fonds, ils servent à ça en réalité. Le bon investisseur, il internationalise la boîte, et ça ouvre un champ des possibles qui n'était pas là avant l'opération. Est-ce qu'il y a des résistances du côté de l'entrepreneur par rapport à tous ces changements que le fonds apporte? Oui, il y a un changement de gouvernance, ça peut faire peur. Il y a une crainte de l'investisseur, froid, avec un axe purement financier. Il rentre à tel niveau, il va vouloir exiger un TRI. Il est là pour une durée de détention entre 5 ans et 7 ans. Il va pas être evergreen, je suis là ad vitam, et je meurs avec mes titres. Donc il y a des temps de passage à exécuter quand on rentre dans ce cercle VC-backed. Donc moi, j'adore les boîtes bootstrap, j'adore les boîtes qui se sont réalisées elles-mêmes, qui sont parties. C'est le cas de Dougs, par exemple, qui est parti avec 10 000 € de capital social, 4 fondateurs, Patrick, Florent, Véronique et Sarah. Et puis on part de zéro là, 10 000 €, et on n'a jamais levé, rien, pas de financement externe. Et puis on arrive à une boîte aujourd'hui qui fait 320 salariés et qui va démarrer son internationalisation. J'ai fait rentrer Expédition Grosse Capital, qui est spécialisée dans ce type de stratégie. Et là, la mayonnaise, elle prend. Et là, je vois des funders, puisque on continue à se parler, et c'est juste génial. Je les vois ultra heureux depuis leur levée de fonds, là, il y a 9 mois. Et ça fait super plaisir. L'investisseur est heureux, l'entrepreneur est heureux. Mais tu es d'accord qu'il faut un gros changement de mindset de l'entrepreneur qui est bootstrap vers l'entrepreneur VC-backed? Et est-ce qu'il y a pas des moments où, il peut être tiraillé et comment l'aider à dépasser, on va dire, ses craintes? Alors toujours, toujours. Alors là, il y a un accompagnement clé à apporter en tant que banquier d'affaires. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est, partir de l'exemple. Je fais des visios avec des entrepreneurs qui ont passé le cap, que j'ai accompagnés, moi-même, dans des process ou pas. J'ai un parterre là de CEO, et je fais plein d'intros, on fait des visios, et l'entrepreneur bootstrap qui réfléchit à son opération à mes côtés, je lui montre des exemples très, 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 très précis
de ce que ça a apporté, de ce changement de mindset. Et donc ça c'est le moment de révélation en réalité. Mais ça sert à rien de rester dans la théorie en fait. Moi j'aime bien être le côté pratico-pratique. Montrons tel exemple. Voilà. Tiens, tu viens de lever 75 millions, tu étais bootstrap avant. Pourquoi tu as pris cette décision? Comment tes équipes l'ont perçu? Est-ce que ça a fait partir quelques key managers? Est-ce que tu as dû, ce changement de gouvernance, est-ce que ça a créé des freins, des tiraillements internes? Comment tu as incentivé les équipes? Les équipes bootstrap, généralement, bah voilà, comme ils possèdent l'intégralité de leur capital, ils n'ont pas encore mis en place les outils adéquats, des BSPCE pour certains et pour d'autres des BSA. Et donc, on va dire des stock options, le BSPCE étant un acronyme fiscal et typiquement franco-français. Mais il y a moyen d'incentiver les gens post-opération pour que tout le monde puisse profiter de la croissance post-deal. Voilà. Donc, la banque d'affaires sert à ça aussi, créer des packages. La croissance se crée avec les équipes. Donc, l'équipe, elle doit avoir une nouvelle forme de rémunération et indexée plutôt sur la top line. Est-ce que face à toi, tu as pas des entrepreneurs à un moment qui peuvent avoir un sentiment de panique, de se dire: «Je vais pas enfin, j'étais tout seul, je vais pas atteindre les objectifs que le fonds me met suite à cette levée de fonds»? Oh bah, je pense que dans tous les process, il y a ce moment de tension ultime, le fond lui-même créant cette tension, volontairement jusqu'à voir, quand l'entrepreneur craque. Donc il faut s'y préparer. Moi, je le dis maintenant en début de process: «Les gars, le deal réussi, il aura claqué au milieu. Donc soyez juste, conscients de ça. Il va y avoir un maximum de tension. Si c'est pour partir, dans un combat où vous pensez qu'il y aura aucun coup et aucun échange de balles, ça c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc c'est une guerre, faut la gagner et le good cop, ça sera vous et le bad cop, ça sera moi, à tout moment. Donc je reviens sur cette thématique, partir au combat, d'où les samouraïs du business et la personne qui a réalisé sa belle série A, série B à mes côtés, obtient le Graal, la nomination en tant que samouraï, automatiquement. Comment tu communiques en transparence avec tes clients? Tu les protèges, au contraire ou enfin, est-ce que tu les es plutôt dans un rôle de protection justement sur ces moments où il y a du fight? Est-ce que, ou est-ce que tu es tout le temps en transparence et voilà? Super point. Donc là, moi, la règle d'or, pareil, en début de process, tu as raison. Finalement, il y a des règles que j'édicte en début de process. Pas de deck, tu n'entends parler d'Yannick que pour le positif. Voilà, je te gère toute la merde. Donc parce que le plus pénible, en fait, pour un entrepreneur, c'est de se taper ses noms, de se taper, ses contraintes. Donc moi, je mène les négociations. Donc l'envers du décor on est sur un ring, voilà. Non, je ne suis jamais, je ne transfère jamais ce stress, aux entrepreneurs que j'accompagne. Parce que, bah, sinon j'ai aucun rôle, voilà. Je vois des banques d'affaires, qui transmettent ce stress. Genre: «Mais mec, tu m'avais pas expliqué ça, moi ça me met, ma réputation en jeu, tu me mets dans la merde». Parce que, un process de levée de fonds, c'est, des négociations et ensuite c'est des audits fiscaux, financiers, Technologique? prud'homaux, en fait, une boîte qui va avoir, entre, 5 ans, 7 ans, 12 ans, il y a forcément eu des trucs où il va falloir remettre, d'équerre certains sujets ou certains sujets qui étaient passés sous la table, de manière involontaire, mais il va falloir juste les restructurer, et donc une banque d'AF qui, elle, doit défendre sa réputation et son image et sa grande maison qui a, peut-être des fois, 200-250 ans parce qu'adossée à une énorme, banque, une énorme famille. Tu oh là là, ça clignote tout rouge là dans les audits, tu me l'avais pas dit avant, qu'est-ce qui se passe? Je vois des banquiers d'affaires qui pètent des boulards. Donc, partant du principe que moi je n'ai aucun ego et que je dois gérer toute la merde, moi c'est la normalité et je gère ces cas de figure et c'est pas grave. Et en fait, moi je rends le deal magique. Les personnes que j'accompagne,
elles me disent: «Waouh, j'aurais jamais imaginé que ça se passe aussi rapidement, aussi, efficacement», voilà. Mais l'envers du décor, moi, mon épouse, des fois, me récupère à la petite cuillère le soir. Je dois endosser toutes ces difficultés et c'est un métier assez ingrat, voilà. Très clairement, j'aurais pu arrêter, une cinquantaine de fois en 8 ans, très, très facilement. Et alors Parce que, comment je ne suis payé qu'au succès, je ne prends pas de retainer, je ne facture pas de retainer, je ne suis pas en exclusivité, je ne demande pas l'exclusivité dans mes conventions. Pour la raison très simple, ça c'est l'opposé de la banque d'affaires. La personne qui deal avec moi, c'est que je lui ai obtenu les meilleures conditions. Comme je ne suis pas en exclusivité, si elle a signé avec un investisseur, c'est que j'ai battu toutes les offres qu'elle avait en face. Et ça, c'est absolument clé. Je suis un compétiteur. Si j'étais en exclusivité, je n'aurais pas ce goût de l'accomplissement du sportif, de l'athlète de haut niveau. Alors une banque d'affaires va attendre la relation en début de truc en disant: «Ah les gars, nous on ne se lance pas si vous ne nous versez pas X dizaines de milliers d'euros, plus vous nous accordez l'exclusivité. On ne veut pas que d'autres personnes interviennent sur le process». Moi, je récupère des dossiers où il y a des compétiteurs leveurs de fonds en face de moi. Et le mec, il me dit: «Ça te dérange?» Mais non mec, ça me stimule parce que je vais gagner et je vais lui montrer au leveur de fonds en face ce que c'est que le samouraï du business. Et en fait, quand j'ai terminé mon opération, je suis doublement content. J'ai fait gagner l'entrepreneur, j'ai fait perdre un banquier d'affaires et je leur apprends à la dure et ensuite on s'appelle. Je suis un combattant moi, c'est pareil quand je vends, j'appelle les commerciaux en face quand j'ai gagné. Je leur dis: «Bah mec, je t'ai fait perdre» et ça me vient du marché, des marchés financiers. Je sais que pour gagner, faut faire perdre quelqu'un. Donc moi j'identifie la personne que je dois faire perdre et ça me stimule, ça me crée mon énergie interne. C'est hyper violent, hein. Je l'ai décrypté dans mon livre Le code des samouraïs de la vente. Il est disponible sur Amazon. Il y a eu des milliers de lecteurs, mais le livre est hyper clivant. J'ai déjà reçu des messages en me disant: «Mais mec, mais c'est d'une violence ton livre, c'est hyper brutal». Mais le résumé du livre, c'est: «Vous ne gagnerez pas si vous ne faites pas perdre quelqu'un». Voilà, moi je ne viens pas d'un univers où je pense que tout le monde gagne. C'est pas possible. Il va falloir faire perdre d'autres personnes et si c'est l'entrepreneur qui gagne, bah, ça veut dire qu'il y a une autre start-up en face qu'il va falloir perdre. Je fais gagner des start-up où je sais pertinemment qui est le concurrent et le concurrent est un ennemi à battre et c'est comme ça. Donc là, tu nous as dit comment tu crées ton énergie, mais comment tu te préserves quand justement, les jours où ta femme, doit te récupérer la petite cuillère? Alors, ça c'est un super point. Je suis hyperthyroïdien. Donc, c'est-à-dire que j'ai des nodules sur la thyroïde. J'ai absorbé tellement de décharges d'adrénaline quand j'étais trader que, heu, fait dérailler le système, quoi. Mmh. Cette hyperthyroïdie est la source de ma motivation et de mon énergie au quotidien. C'est un vrai problème. Je vais certainement devoir me faire retirer la thyroïde. Donc, j'ai un unfair advantage, mais qui est un vrai souci dans la vie. Je suis hyper dynamique et totalement atypique. Ma boîte s'appelle Nos Conseils Atypiques à dessein. Il n'y a aucune personne au monde qui peut exécuter ce que j'exécute. Mais c'est que j'ai cette hyperthyroïdie, cette thyroïde folle qui me donne un boost d'énergie au quotidien absolument dingue. Mais voilà, je sais que, il y a pas de gain facile dans la vie. Ça, je le payerai, au niveau santé, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Et est-ce que tu as des conseils que tu donnes justement aux entrepreneurs que tu accompagnes pour générer cette énergie chez eux? Parce qu'eux Alors sont pas hyper thyroïdes. je pense que c'est bien de faire un bilan et de revoir sa vision. Souvent, on crée une boîte, on a envie d'exécuter quelque chose et finalement, c'est notre principal frein. On a envie de, résoudre tel pain au début de telle boîte et puis finalement, toutes les boîtes qui ont réussi, qui ont franchi le palier des 7-8 ans d'existence, finalement, ce qu'elles apportent comme solution, ça n'a rien à voir avec le pain de départ.
Et donc, mettre à jour les points de douleur de ses clients. Et souvent, en fait, les gens ont l'impression de parfaitement connaître leurs clients. Et alors là, c'est mon amour du commercial qui intervient. Et ça, je me rends compte que les gens, finalement, connaissent très mal leurs clients. Et comme moi, j'ai la chance de connaître plein, plein, plein de CEO, finalement, ces CEO-là, ces boîtes-là sont clientes de tel et tel service. Et je me rends compte que les, les solutions SaaS n'ont pas forcément compris tous les pains encore existants chez leurs clients. Je mène beaucoup de brainstorming auprès des CEO pour qu'ils rajoutent des features, des fonctionnalités à leurs produits, parce que je suis au courant des pains encore existants chez les clients. Alors ça, sur le produit, je participe très activement au brainstorming. On modifie la roadmap du produit. Ce qu'on présente aux investisseurs, c'est une roadmap qui est totalement différente de celle au quotidien qui a animé les 18 mois précédents. Donc ça, j'ai un vrai apport là-dessus. OK et ça, cette roadmap, du coup, elle vous la redéfinissez avant de commencer à aller voir les investisseurs? Alors oui et non, parce que en réalité, le banquier d'affaires connaît pas l'intégralité du dossier, au départ. On apprend à se connaître. Il y a des choses aussi qui sont dévoilées dans le process. Mmh. Moi, je ne m'offusque jamais. Dans tous les process, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Dans tous les process, je découvre des choses. Je découvre des choses très, très bien, je découvre des choses beaucoup moins bien. Et donc, je découvre des choses qui ne sont pas tout à fait terminées comme elles devraient l'être. Et il y a des fois quelques cadavres. Et donc, eh ben, on gère. Et là où une banque d'affaires institutionnelle va se dire, oh mince, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait là, il y a un point de blocage majeur. Moi, je cherche des solutions. Je suis un problem solver. Donc, si dans la roadmap, il y a des choses qui ont été dites et qui ne sont pas parfaitement exécutées, eh ben, on va se mettre en recherche du key manager, du développeur, et on va passer les 2-3 mois pour développer ce qu'il y avait à développer. Et donc, moi, je ne suis pas rythmé par un temps de passage. Si l'aventure, elle exige des investissements additionnels, on va faire cet investissement. Une banque DAF, elle doit exécuter. Et elle s'est dit, voilà, j'engage des équipes, j'ai des coûts, l'opération, il faut qu'elle soit exécutée en 2-3 mois. Et si en 2-3 mois, c'est pas fait, elle va lâcher le morceau. Moi, je ne lâche jamais, jamais, jamais rien. Et donc, tout effort additionnel qu'il faut produire pour combler le trou dans la raquette, je joue au tennis, on cherche les solutions. Donc tu fais un audit au départ de l'entreprise ou tu te bases sur les dires uniquement du dirigeant? Alors, je fais un audit, oui, souvent auprès des clients, externes. Interne, je vais pas aller au début, squeezer le CEO parce que je dois créer la relation de confiance avec lui. Donc je vais pas aller, le contourner. Si je vendais, au CEO, forcément, j'irais parler au COO, forcément, j'irais parler au head of sales. Je contournerais. Là, le CEO, c'est important de construire la relation de confiance. Par contre, systématiquement en externe, je vais parler à ses clients. Et là, je me nourris de tout ce qui remonte. Et là, je ne demande pas l'état des lieux, c'est là la différence, à l'entrepreneur. Je lui ramène un état des lieux. Je lui dis, voilà, ton client, il a tel et tel problème. Et souvent, des fois, je suis arrivé sur des énormes clients qui avaient envie de switcher. Et donc, je conserve le client. Donc là, c'est mon amour de la vente. Pareil, quelqu'un qui, je suis irremplaçable sur ce point-là. Je suis quelqu'un qui défend le chiffre d'affaires de la boîte et qui en ramène. Pendant les process de levée de fonds, je ramène des clients. Parce que le banquier d'affaires, il attend la fin du mois, il attend les chiffres. Allez, fais-moi mon update, envoie-moi ton reporting, que je puisse le forwarder aux investisseurs. Yannick Robert, c'est un samouraï. Il te fait progresser ton MRR de telle manière à ce qu'on soit d'autant plus fort face à l'investisseur à la fin du mois. Double compétence, voilà, double effet qui se coule. Globalement, là, aujourd'hui, tu nous as expliqué, il y avait beaucoup d'humains, il y avait beaucoup de réseaux. Comment Je tu as n'ai géré aucun outil. Je n'ai aucun outil. ces 2 aspects dans ton développement de carrière à toi? Pour un être dans cette, capacité à te connecter aux personnes et 2 d'avoir ce réseau sur lequel tu peux t'appuyer?
Je pense que moi, j'ai été obligé de déménager toute ma vie d'ailleurs, j'ai toujours déménagé d'ailleurs. Je viens de déménager à Brive-la-Gaillarde. On en a parlé, donc j'ai quitté l'Île-de-France. Je fais partie de ces Parisiens qui laissent tomber l'Île-de-France. Il y a mieux, voilà. L'Île-de-France devient mon ennemi. Brive-la-Gaillarde, et le Périgord en général, deviennent mes amis. Moi, j'ai déménagé toutes les 3, 4, 5 ans et j'ai dû changer de ville et j'arrivais dans des cours de récréation où j'étais le petit nouveau qui arrivait en milieu d'année. Mon père était à la Société Générale, directeur d'agence et puis après directeur de groupe. Et donc j'ai subi ça. Et donc j'ai été obligé de networker et de me créer des réseaux et aussi de définir très 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 rapidement qui étaient les potentiels ennemis et qui étaient les potentiels ennemis. Moi, je suis déjà arrivé dans des cours de récréation, comme je suis quelqu'un d'assez clivant, où je me suis confronté aux grosses têtes qui me disaient: t'es qui? T'es le nouveau? Et bah, tu vois pas que je suis le nouveau? Et de me prendre des coups de tatane, des coups de pied par la gueule des mecs qui faisaient du karaté ou autre. Tu veux te battre? Bah ouais, si tu veux, on se bat. Et donc, le mec, il est face à un fou, quoi. Mais moi, point de peur. Voilà. Et comme ça, on imprime dès le premier jour la marque de fabrique. Je ne lâche rien. Je ne me fais marcher sur les pieds par personne. Voilà. Et je ne suis pas grand. Je n'ai quasiment aucun muscle. J'ai pas de, je ne fais pas peur physiquement, mais j'ai ce qu'on appelle le ki. C'est-à-dire, si tu me regardes dans les yeux, moi, je vais te détruire. Et tu auras beau me mettre un coup, à la fin, c'est moi qui vais gagner. Et je suis petit, donc je n'ai jamais baissé les yeux. Je me suis déjà retrouvé dans plein de configurations où on m'a mis sur la gueule. Voilà. Mais c'est souvent les grands frères qui arrivent et qui prennent la revanche de la personne initiale que j'allais finalement décomposer. Voilà. C'est ça le samouraï. Il ne fuit pas le combat, mais il a le ki. Si tu le regardes dans les yeux, tu sais que tu vas perdre. Voilà. Et donc le networking, il est inné chez moi. Je pense qu'il n'y a personne qui me bat sur le networking, quelqu'un qui me connaît. Il sait que la force majeure chez moi, numéro un absolu, et qu'on ne retrouve chez personne d'autre, c'est la capacité à networker. Mais ça ne veut pas dire que je suis ami avec tout le monde. Dans mon réseau, j'ai des milliers de CEO. Dans mon téléphone, j'ai les numéros de portable de strictement tout le monde. Donc, je passe mon temps à donner des numéros, à faire des intros, à faire des trucs. Mais je sais pertinemment qui sont les amis, qui sont les ennemis. Et donc, je ne suis pas bisounours. Je suis très gros networker, mais je sais très pertinemment que certains ne me permettront pas de faire des affaires. J'ai leurs coordonnées, on peut discuter. Des fois, je détricote des situations juridiques parce que des groupes s'attaquent entre eux et on me demande d'intervenir en chevalier blanc. Et donc, comme j'ai le lien avec la personne en face, j'interviens. Voilà, on n'est pas potes. Mais donc, cette capacité à cartographier l'ennemi et l'ami, je pense qu'elle est assez vitale. Voilà, est-ce que c'est une des réponses? Non, mais c'est une très bonne réponse et je pense que c'est effectivement des choses que j'ai perçues chez toi, donc c'est ça qui est très intéressant. En J'essaye d'être fidèle à mes valeurs, ouais. Ouais, et je trouve que voilà, tu as beaucoup, tu donnes beaucoup à ta communauté, que ce soit par le cercle, par, ton podcast, par tes articles. Je trouve que tu partages beaucoup à la communauté et je pense que la communauté, au final, te le rend énormément. Alors, tu as raison, en fait, quand on découvre mon envers du décor, on se rend compte que je suis quelqu'un d'hyper violent. Alors que finalement, dans mon podcast, écoute mon émission de podcast, je ne parle quasiment jamais. J'écoute plein d'autres podcasts concurrents et je sais pertinemment que le host, le, le responsable du podcast, le créateur du podcast, il va agréger la moitié de la parole, voire pour certaines émissions, plus que la moitié de la parole. L'invité va être minoritaire et l'invitant va être majoritaire en termes de contenu. Et moi, ça me dérange beaucoup. Moi, si on écoute mes émissions, et même si je suis quelqu'un d'hyper brutal, result driven, je ne parle quasiment pas dans mes émissions. Je pose des questions ouvertes et je laisse parler la personne parce que j'ai un temps de passage de 45 minutes à exécuter. Je dois concentrer un maximum de paroles de l'invité et Yannick Robert n'est pas là pour écouter sa vision dans les épisodes du Samouraï du business. Voilà, je ne fais pas l'auto-promo de ce podcast, je n'en ai pas besoin et je n'en fais pas la promotion parce que ça ferait venir, pour grossir dans l'univers du podcast, il faut aller taper les communautés d'étudiants. Les grosses émissions qui affichent des gros trafics, c'est parce qu'elles ont des étudiants.
je considère que ces populations-là, je ne suis pas le podcast qui répond à leurs besoins. Je ne suis pas le podcast qui forme les gens. Je suis le podcast qui apporte des informations clés à la personne formée, aux dirigeants de haut vol, aux investisseurs de haut vol. Donc, il faut choisir son combat en fait pour exploiter sa niche. C'est toujours qualité versus quantité, hein. Ouais, 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 exactement. Alors j'ai quand même la quantité, au passage puisque je bats, tous les podcasteurs de la place. En 3 ans, j'ai fait quasiment 500 épisodes et il me semble pas que les émissions en face, donc mais par contre, j'ai réussi à le faire parce que je fais des émissions de 45 minutes et non pas de 2 heures ou 3 heures. Puisque, bah, je supprime, l'heure où je devrais parler. Tu es l'une des rares émissions, dans laquelle je participe et j'ai la parole extrêmement rare. J'ai dû faire 4 ou 5 autres, podcasts et en fait, on me propose très, très, très souvent et je dis non parce que, en fait, j'ai horreur d'être médiatisé et surtout quand je parle, en fait, souvent je déconstruis mon image. C'est-à-dire, les gens ont une image de moi, ils m'écoutent et ils se disent: «Putain, mais alors le gars est totalement fou, quoi». Et donc c'est comme ça. Et bah, Moi, je n'ai pas un intérêt à communiquer sur mes activités. ça nous fait encore plus plaisir que tu aies accepté cette invitation, que tu nous dises ça. En conclusion, où est-ce qu'on te contacte? LinkedIn, j'imagine? Ah, bon sujet. J'ai totalement, changé de stratégie il y a 12 mois sur LinkedIn. J'avais, 12 500 contacts, networker fou, qui accepte tout le monde et j'ai fait ce qu'on appelle un downsizing et je crois en ça. Je n'ai plus que 108 relations de mémoire, sur LinkedIn, donc je suis passé quand même, j'ai sabré par 100, hein. Le Et je n'utilise plus du tout LinkedIn depuis 12 mois comme je l'utilisais avant. Et donc, je suis revenu dans déjà je me suis forcé à réutiliser ma boîte email. Je n'utilisais plus ma boîte email. Je n'ai je J'ai plusieurs écrans devant moi, mais j'en avais un dédié à LinkedIn et ma boîte email était ma messagerie LinkedIn. Mais le problème, c'est qu'il y a eu l'arrivée de tous les outils d'automation, et donc très clairement, je l'ai senti, courant 2021 et début 2022, les boîtes LinkedIn, j'ai vu un taux d'usage totalement s'effondrer. Une efficacité totalement, perdue, de cette messagerie LinkedIn. Les gens ne regardent plus puisqu'ils sont inondés de tous les bots qui leur envoient des faux messages et des relances et des machins. Ce qui fait que moi, c'était ma messagerie principale pour chatter avec les CEO. Les gars me disaient: «Ah mais Yannick, en fait, c'est pas volontaire ou pas volontaire, j'arrête d'utiliser ma messagerie parce qu'en fait, on me noie de trucs. Donc en fait, ton message, je l'ai juste pas vu. Pourquoi tu m'as pas envoyé un email?» Et donc je me suis dit: «Ah ouais, attends, en fait, le monde a changé». Comme moi, je suis anti-outil, je n'utilise aucun outil de aucune, nature à part, j'ai Pipedrive en CRM, il m'en faut quand même un, Zencastr pour le podcast et j'ai, Audacity pour les montages. Mais sinon, je n'ai, aucun autre outil et LinkedIn, je me suis dit il y a 12 mois: «J'arrête LinkedIn». Donc en fait, ça va être très simple. Je garde les contacts de gars, avec qui je fais du vrai business, du vrai chiffre d'affaires et tout le reste, en fait, je mets ignorer. Je ne parle plus. On me contacte, j'en ai là 15 en attente. Là, on est lundi matin, je vais mettre ignorer, 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 ignorer et en fait, si tu veux me contacter, c'est je ne cherche plus le contact, en fait. Je vais au contact des opportunités. C'est moi qui vais chercher les opportunités parce que là, en fait, je suis arrivé à une étape où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes entrantes et j'ai pas assez de temps. Je suis tout seul, je suis solopreneur et je dois être sélectif. Voilà. C'est quoi tes critères de sélection, justement? L'ambition, je veux des boîtes qui dépassent le milliard. Je me suis réalisé patrimonialement, je ne cours pas après l'argent, je veux claquer, une licorne et dans l'idéal, je veux claquer une décacorn, une boîte qui vaut, 10 000 000 000. Je veux participer à une aventure. On a parlé que de mes forces, mais j'ai beaucoup de faiblesses. Je suis extrêmement nul, mais alors extrêmement nul, moi, pour créer une liste de features, enfin
créer le produit, quoi. Je suis pas un homme de produit. Et j'ai déjà financé des MVP, j'ai déjà financé des équipes externes de développeurs. Je me suis déjà retrouvé face à des Trello avec des tickets à répondre et je rajoute des trucs. Et je suis un internel insatisfait. Je me retrouve avec des MVP qui n'ont pas les fonctionnalités que j'attendais et que j'avais définies au début. Et je rajoute de l'argent et ça n'arrive jamais. Et alors, soit je demande des trucs trop compliqués, soit j'ai pas cette capacité à définir. Parce que finalement, l'entrepreneur, il a réussi parce qu'il est parti du point zéro absolu et il l'a scalé. Et moi, ça me dérange pas en tant que sales de démarrer de zéro de MRR et de porter un projet à 3-4 millions d'ARR. Là, je suis très très fort, je suis même imbattable sur ce segment. Et après, je suis extrêmement nul en management, donc il faut surtout pas me prendre en head of sales. Je vais faire crisper toute la boîte et je vais vouloir faire à la place des autres. Donc, je ne vais pas réussir à déléguer. C'est pour ça que je bosse seul. Mais sur le produit, j'ai du mal à partir de zéro pour arriver au un. Mmh. Parce que quand même, en tant que sales, quand je démarre mon activité, il a peut-être zéro de MRR en termes de vente, mais en termes de produit, il y a quand même eu des étapes de validation avant. J'arrive sur un produit qui a quand même des premières fonctionnalités. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, ma plus grosse frustration, c'est que je ne serai jamais le bon CEO. Je suis un bon solopreneur, mais je ne serai jamais le bon CEO pour mon manque de capacité managériale, mon côté trop brutal et surtout ces énormes failles en création de produits. J'adore le produit. Je peins, je crée des jeux de société, j'ai écrit 6 livres. Je passe toutes les autres conneries que j'ai financées parce que je me finançais des. Enfin, j'ai créé des produits pendant la pandémie pour éviter de toucher les poignées de porte. Je passe ma vie à créer des produits qui sont des échecs absolus. Alors, mes livres, par exemple, comme je n'en fais pas la promotion, j'ai déjà été lu par plus de 100 000 personnes au global, mais j'offre mes livres et j'obtiens des retours après. Mais vendre les livres, par exemple, comme je ne fais aucune pub, bah, mes livres sont sur Amazon, sur étagère. Je n'ai pas d'éditeur, évidemment, je m'auto-édite. Et en fait, les gens ne sont pas au courant de mes livres. Et comme je ne communique pas, je ne mets pas de message nulle part, j'achète pas de pub, bah, j'ai passé 250 heures à écrire un livre où si je ne le donne pas, bah, je ne vais pas le vendre. Donc, je l'offre. Je... Donc en fait, en termes de création de produits, je suis extrêmement nul. Et donc j'ai 45 ans dans quelques semaines et j'ai fait le deuil de l'année dernière. Je devais lancer un SaaS d'ailleurs avec une équipe. On a bossé pendant 2 ans, eux spécialisés pour le produit, mais je note qu'on est début 2024 et on n'est pas en mesure de lancer. Et donc à 45 ans, j'ai fait le deuil de ce parcours. CEO. Je ne serai pas CEO moi-même, je ne créerai pas moi-même de décacorn, de licorne, de boîtes qui dépasseront les 10 millions d'ARR. Je dois m'adosser à des équipes existantes. Et le meilleur rôle que je me sois inventé, c'est celui de banquier d'affaires, voilà, de samouraï du business. C'était Diderot le produit, c'est ça? Diderot, ouais, la vision est absolument géniale, il y a plein de choses à faire. didrow.com, l'équipe tech, Marc et Yves, absolument topissime. Mais on est le 22 janvier 2024. Il y a une espèce de POC, mais qui ne répond pas aux besoins. Voilà. On a produit un truc et on le sait, les utilisateurs nous font des retours et ça ne répond pas à leur pain. Et donc, on a été nul en produit. Donc, il faut bien faire. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Je veux dire, ça doit être la 12 ou 13e fois. Donc sur un parcours comme ça en 8 ans, ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais tu es enthousiaste et tu continues toujours? Non, je pense que Diderot, on va arrêter, ouais. Mais c'est pour ça que moi, je démarre mon année, je suis sur un mandat de levée à 100 millions d'euros. Je donne toute mon énergie, ça se passe super bien. Et je sais que ça, c'est le pilier fort de mon année. Et ça va être un très gros ticket. Et, et donc, le reste, finalement, c'est une cerise sur le gâteau, mais qui me défocalise. Donc, c'est comme ça. Je pense que la génération des trentenaires a une force pour créer le produit. Elle a des faiblesses sur la vente, mais elle a une force pour créer le produit. C'est-à-dire que moi, finalement, d'avoir vu un parterre de centaines et centaines et centaines et centaines de projets de CEO, d'avoir mis le nez dans plein d'aventures, je me rends compte à quel point tout est déjà développé. Et donc, je n'ai plus cette naïveté de me dire, il y a encore un champ des possibles, on peut aller sur ce western-là, et donc, c'est vrai que je m'adosse à des équipes qui ont déjà le produit en main
Parce que la réalité, c'est aussi ça et les investisseurs, font beaucoup plus d'argent aussi sur les étapes ultérieures que sur le pré-seed ou le seed. Il faut bien voir que le TRI, l'argent réalisé par les investisseurs, à part cas exceptionnel, de quelqu'un qui aurait mis, 130 € dans Mistral et qui se retrouverait à la tête de plusieurs millions en quelques Je vois pas de mois, quoi tu parles. il est extrêmement rare d'investir en tant que business angel et de se retrouver, à la fin, à la tête d'une fortune. Par contre, le fonds d'investissement qui vient déployer entre 10 et 30 millions d'euros en série, A ou B, parce qu'il y en a qui lèvent 30 millions en série A en étant bootstrap, et qui est mûr, c'est-à-dire l'équipe fait déjà entre 50 et 100 personnes. Le MRR, généralement, a déjà dépassé les 500 000 euros. Donc, ça veut dire que la boîte a dépassé les 5 millions d'ARR. Et en fait, c'est là où il y a une phase d'accélération magique. Donc, c'est vrai que si j'ai exécuté un pivot entre pré-2020 et post-2020, c'est de m'orienter vers les projets qui ont passé ces premières étapes. Voilà. Comme je suis très fort en vente et que je suis très fort du zéro de MRR à 400 000 de MRR, 400-500 000 de MRR, j'adorais participer à des aventures qui étaient à zéro de MRR. Sauf que c'est là où on doit injecter le maximum d'énergie, mais surtout, c'est là où ça prend le plus de temps. Un SaaS, en moyenne, va mettre 8 ans à arriver à ses 10 millions d'ARR. Il ne va pas mettre 3 ans. Et donc, et en réalité, pour déjà atteindre les 5 millions d'ARR, on va mettre souvent entre 5 et 7 ans. On a l'impression, comme ça, on voit plein de succès, mais pris dans la masse, on a écarté tous ceux qui finalement ont piétiné et autres. Et donc, post-2020, et grâce au podcast, j'ai réussi à m'extraire de cet univers des projets qui étaient entre zéro et on va dire quelques dizaines ou 100, 150 000 de MRR, qui prenaient beaucoup trop de temps. Tu as abordé le point de tes faiblesses. Heu, il y en a d'autres que tu veux partager et dont tu es conscient? Je suis trop risk taker, ouais. Ouais, donc c'est vrai que faut en avoir conscience. Moi, j'ai pas peur du risque, j'ai pas peur de l'échec, comme j'ai pas d'ego, et que je sais qu'un échec, on peut le retourner en réussite. Je vais au clash, très, très, très régulièrement. Donc c'est vrai qu'il faut avoir conscience de ça. Souvent, les gens me disent: «Yannick, tu es sûr de ton coup?» «Ouais, je suis sûr de mon coup». «Avec le qui?» «Ouais, tu me regardes, je suis sûr de mon coup». OK, et il faut pouvoir m'accorder, sa confiance pleinement parce que c'est vrai que, ce côté, fou furieux, ça génère des process qui partent, en tous sens. Mais à la fin, les résultats sont là. Les investisseurs maintenant me connaissent. C'est-à-dire que si on dit Yannick Robert sur la place, les fonds de grosse equity me connaissent. Et au départ, les gens m'ont pris pour un fou. Si je me replace 4-5 ans en arrière, les gens me disaient mais t'es qui, mais ils auraient mieux fait de prendre telle et telle autre banque d'affaires que toi, t'es qui comme Gugus. Mais je me suis déjà retrouvé en call avec des gars top level dans des fonds à m'insulter et à me dire mais tu sors d'où? Mais tu te prends pour qui? Mais je vais te détruire et tout ça. Des gens qui, finalement, voient ensuite le résultat. Voient que je ne bullshit jamais, que j'exécute, que j'atteins, les valos cibles de mes clients et finalement ça change la perception. Je ne suis pas un storyteller. Une banque d'affaires, généralement, se concentre trop sur le storytelling, d'où le deck. Moi, je m'en fous. Moi, je suis un doer et donc je suis orienté résultat, 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 quoi qu'il en coûte. Et donc, c'est vrai que l'une de ces faiblesses, c'est je peux perdre certains mandats face à des banques d'affaires plus feutrées et qui auraient un discours plus policé et parce que je suis clivant. Voilà. Là, j'aurais rêvé faire un dossier en 2024 d'une boîte qui, je ne vais pas pouvoir citer son nom, et qui a choisi une banque d'affaires concurrente. J'ai perdu ce mandat-là. Je ne pourrais pas exécuter mon rêve de faire ce mandat-là. J'aurais adoré les servir. Ils sont bootstrap, ils cartonnent, ils sont ultra rentables. J'aurais adoré avoir ce dossier en main. C'est une banque d'affaires feutrée qui l'a pris.
et le CEO m'a déchiré la gueule. Aucun banquier d'affaires de la place oserait révéler qu'il se fait déchirer de la gueule de cette manière-là. Je n'ai aucun ego, je sais en parler. C'est comme ça. Donc, je gagne des très, très grosses affaires face à ces banques d'AF. J'en perds aussi. Mais alors, par contre, c'est ce que je leur ai dit, je pense qu'ils ont fait le pire choix ever de banque d'affaires. Ils ont pris la pire, ils ont pris la pire banque d'affaires pour réussir leur dossier. Donc, je leur ai dit, bah, les gars, c'est très simple. On se revoit en fin d'année et j'attends les PV d'AG, soit sur société.com, soit sur papers.fr, et je verrai votre montant de levée de fonds, le prix de la levée de fonds, donc la valo. Tout est inscrit dans les PV d'AG. Et donc, bah, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie la meilleure énergie. Si on me contacte, je donnerai du positif. Voilà, on n'a pas travaillé ensemble, mais c'est pas pour ça que je ne crois pas en vous. Mais à la fin de l'année, les gars, moi, ce qui compte, c'est votre résultat. Donc, ils ont intérêt à taffer là en face. Être clivant, c'est une force? C'est une nécessité absolue pour gagner les grosses affaires. Je ne crois pas, je ne crois, enfin, Cristiano Ronaldo, toutes ces personnalités-là sont clivantes. À un moment donné, il faut faire le choix de la performance. Pour être performant, il faut être clivant. Voilà, faut faire le choix de sa destinée. Le samouraï, il doit faire le choix de sa cause supérieure. Il est forcément clivant. Il a une partie de son camp qui ne va, enfin du champ de bataille qui ne va pas l'aimer, et il y en a une autre qui va être derrière lui. Il y a pas, il y a forcément dans l'univers du samouraï, il y a forcément euh, ce clivage ami-ennemi. C'est comme ça. Quelqu'un qui a pas de performance, il a pas d'ennemis. J'ai des ennemis, mais j'ai des performances, et j'ai ces performances qui génèrent ces ennemis. Voilà, parce que j'ai fait perdre des fonds d'investissement sur des process. Ils auraient rêvé l'emporter, et ils ne l'ont pas emporté. Je fais le choix aussi des gens que je fais gagner dans les process. À la toute fin, quand j'ai un parterre de term sheet, et que c'est l'ultra compétition, les meilleurs dossiers sont ultra compétitifs, il y a plusieurs gagnants potentiels. Je participe du choix du vainqueur et je choisis ceux qui rentrent le plus dans cette philosophie samouraï. Et voilà, Tu accompagnes tes clients après l'opération? toujours. Combien de temps en général et sur quel sujet? Plusieurs années, moi, je suis là ad vitam, je suis evergreen. D'accord. Je n'ai jamais arrêté de suivre à date aucun des projets. Je prends des nouvelles très régulièrement. Je ramène des idées très régulièrement, que ça soit brainstormer sur la future roadmap, faire pivoter des roadmaps, présenter des key managers. Les équipes Mmh. évoluent tout le temps. Il y a du mercato, il y a des équipes qui grossissent, mais il y a des équipes aussi qui changent et qui font évoluer les key managers. Donc il y a une partie ressources humaines. Donc comme j'ai un gros réseau, je mets en relation les gens, et j'accompagne toujours après les. C'est juste vital. En fait, ça me met dans une autre catégorie par rapport aux banques d'AF. C'est que la banque d'AF, une fois qu'elle a arrêté sa mission, elle passe à autre chose et puis c'est fini, quoi. Moi, non. Moi, je continue. C'est là où je suis un vrai entrepreneur. Voilà, je n'arrive pas à exécuter moi-même les produits, mais j'ai cet amour, par contre, de l'amélioration continue sur les projets que moi j'accompagne. J'apporte souvent des verticales nouvelles à des projets qui ne se l'étaient pas imaginés. Voilà, là, j'ai en tête un SaaS pour lequel j'ai fait rentrer des investisseurs. Je lui ai présenté une nouvelle verticale absolument géniale et on va l'exécuter. Et donc là, ça dev, et ça va être génial pour eux. Et ils ne l'avaient pas du tout en tête, quoi, ce use case. Ta rémunération, toi, elle est uniquement sur le FIS ou tu prends des BSA? Que FIS, que FIS. Donc tu Donc, t'associes jamais? bah, en fonction des opérations, je prends entre 2% des fonds levés, souvent 2,5% des fonds levés, et jusqu'à 5%. La différence étant la taille de la levée. Plus la taille est petite et plus c'est proche du 5%, et plus la taille est grosse, plus c'est proche des 2,5%. 2% n'étant que pour les amis et 2,5% étant pour le reste du clan des samouraïs. Voilà. Et Tu une banque tu cherches pas d'affaires, et tu cherches pas à banque d'affaires t'intéresser en tu cherches général, pas à elle prend t'intéresser sur la entre durée? 5 et 7%. Ouais. Tu cherches pas à t'intéresser sur la durée en prenant une partie en equity? Non, ça c'est une super question parce que,
fait, le problème là, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts. Le problème, c'est que je peux pas arriver dans un dossier aux étapes ultérieures en ayant un conflit d'intérêts. Mmh. C'est-à-dire, je peux pas aller voir un fonds d'investissement et de lui dire, mec, tu vas investir entre 30 et 100 millions d'euros dans la boîte dans laquelle j'ai de l'equity. C'est vrai. Et ça, on me pose très très souvent la question. C'est à date, si j'étais à la tête d'un fonds d'investissement, parce que je connais le TRI des investisseurs que j'ai fait investir. J'ai dépassé les 100 millions de plus-value, 100 millions d'euros de plus-value euh, auprès d'un client avec qui je bosse beaucoup. Et donc, en fait, si j'étais à la tête d'un fonds d'investissement, mais là, ça veut dire que je squeezerais du coup mes propres clients, donc ce serait un peu bizarre, mais je pourrais être à la tête d'un fonds, et notamment, je pense, de seed. Je pourrais être à la tête d'un fonds et passer des tickets. Et maintenant, je suis très avisé, très aiguisé, et je pondrais un énorme TRI. Mais le problème, c'est que je pourrais plus être banquier d'affaires pour l'étape de série B, on va dire, qui m'éclate le plus aujourd'hui, puisque je serai actionnaire. Et donc, bah, j'aurais fait plein d'argent et donc, bah, j'aurais été quasi entrepreneur, puisque si j'interviens très très tôt et que j'ai un rôle actif en tant qu'advisor et que j'apporte des idées et que j'accompagne l'équipe, je fais quasiment partie de l'équipe. Donc, je suis quasiment dans le rôle d'entrepreneur. Et donc, je suis biaisé totalement pour aller voir un investisseur de très haut vol qui gère plusieurs milliards pour lui dire, bah, mec, rentre à tel prix. C'est le bon prix. Ah bah Mmh. oui, mec, t'es actionnaire, donc forcément, c'est le bon prix pour toi. Donc, j'ai été cofondateur d'une boîte pour lequel j'ai été cofondateur, leveur de fonds, tout ça, et je vois bien les frictions que ça a pu générer. Et donc, je ne l'ai pas renouvelé, même si c'est une aventure qui m'a rapporté du fric. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été réplicable. Donc, à un moment donné, c'est pareil, bah, il faut faire des choix. Et donc, moi, ce qui m'éclate, là, c'est d'essayer de trouver une décacorne. Je dois faire le deuil de ce parcours entrepreneurial où j'aurais passé des tickets en seed, que j'irais claironner auprès des investisseurs internationaux en disant hey mec, regarde, là, je te présente un dossier à 50 millions pré-monnaie, à 300 millions pré-monnaie. Et moi, Yannick Robert, j'ai mis un ticket de 150 000 euros en seed et je suis rentré à 2 millions pré-monnaie ou 5 millions pré-monnaie. J'étais plus fort que toi. En fait, ça créerait des crispations énormes. Je serais en train de claironner que je suis meilleur que le gars, quoi. Et foncièrement, j'aurais raison en plus. J'ai raté plein, plein, plein d'aventures dans lesquelles je crois énormément et j'ai pas investi. Et donc, je dois faire ce choix. Sinon, conflit d'intérêt. Mais ça, la banque d'affaires me l'a appris. Il y a des Chinese walls quand on est trader, on est séparé des autres équipes. Et donc, il y a une certaine éthique à respecter. Et le samouraï, il doit respecter cette éthique. Et le samouraï, il sait combattre. Il lutte pour une cause supérieure, celle du shogun. Mais il prend pas la place du shogun à la place du shogun. Il devient pas shogun à la place du shogun, le calife à la place du calife. Il reste sur le combat, sur le terrain de combat. Et tant pis, il ne sera pas le grand maître vénéré. Il sera juste le combattant lambda dont on n'aura jamais eu connaissance. Euh, voilà, je suis connu de ceux qui sont opérationnels, mais je ne suis ni connu dans les médias, ni voilà, quelqu'un qui débarque dans la French Tech, qui n'aura pas connaissance de mon nom, et c'est pas grave. Ouais, bah, écoute, merci pour tous ces retours. C'était 1 heure, et quart, très appréciable en ta compagnie. Je te redis, on était très heureux de t'accueillir, compte tenu du fait que tu interviennes peu, comme tu nous l'as expliqué. Heu, J'invite, toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus à écouter tes épisodes et puis à très bientôt. C'est sur Substack uniquement, tu vois. J'ai changé aussi de modèle. J'étais sur Spotify, Deezer, et je me suis dit finalement, ces plateformes-là sont pour les étudiants, pour le tout venant qui n'aurait pas décidé d'avoir un impact sur leur destinée. Ils sont là en train d'écouter une musique et puis tout d'un coup, ils se retrouvent sur Spotify et découvrir les podcasts. Et bah non, si tu veux écouter mon émission, tu dois aller sur une plateforme Substack, introuvable nulle part à part mon lien sur ma page LinkedIn. Et, et c'est comme ça. Les vrais s'y rendent. Faut faire ses choix. La réussite ne passe que par les choix. Super, très belle conclusion. À Merci très Yannick, vite, François. à bientôt.